Tac, on va mettre. Alors, ce matin, c'est la dernière journée où on fait des lives. Hein. L'Agora se termine bientôt. Et je voulais conclure cette journée avec deux thématiques. Ce matin, on va parler on va reparler. Vous savez très bien, ce serait une bonne blague. Hop, on va reparler de vente. On va reparler d'offres ce matin. Et on va rebondir par rapport à toutes les choses qui ont pu être dit, présentées dans le cadre des différentes vidéos et des différents lives. Et puis cet après-midi, on parlera de montée en gamme avec Jonathan Passe. Donc voilà, donc ce matin, je suis tout seul pour parler avec vous d'offres, d'argumentaires, de réussir à trouver les bons mots pour faire mouche avec ses prospects, ses clients. Donc là, on est vraiment. Je voudrais juste avant recontextualiser un peu les choses. C'est que quand on parle d'offres et de vente, on distingue bien ça de la prospection. Dans le sens où le but de la prospection est d'engager la discussion avec des bonnes personnes et avec les bonnes personnes et idéalement au bon moment par rapport à eux. Et une fois que la discussion est engagée et qu'on a identifié chez eux un intérêt pour éventuellement nos services, ou on a identifié qu'ils avaient une problématique spécifique et que du coup ils ont, ça leur donne envie d'aller plus loin, alors on bascule dans la vente où là il s'agira de mettre en place une stratégie pour les convaincre que notre solution est la meilleure pour eux, en ce moment, et en gros qu'ils ont un intérêt à passer à l'action. Est-ce que déjà sur le principe, ça vous parle là quand on repose le contexte? Est-ce que vous pouvez juste me dire dans les commentaires, est-ce que la distinction entre les deux, entre prospection et vente, est bien claire? C'est important parce qu'on parle souvent de ouais, comment je peux trouver des clients. En vrai, la vérité, c'est déjà, il faut avant tout trouver des prospects. Et une fois qu'on a des prospects et des personnes qualifiées en face de nous, alors on peut le travailler pour la discussion, pour faire en sorte que ça devienne des clients. Mais on ne trouve pas des clients. On peut pas les trouver. C'est pas comme des champignons, ça pousse pas au pied des arbres. Par contre, des personnes potentiellement intéressées par nos services et qu'après avec qui on va essayer d'engager la discussion sur le sujet et qu'on va du coup derrière chercher à convaincre par une bonne méthodologie de vente, ça, on peut en trouver. Donc vous avez plein de méthodes dont on a parlé pour trouver des prospects. Aujourd'hui, on parle de comment les convaincre de signer le contrat avec vous, de vous envoyer un petit chèque et de vous dire merci. Ça vous va sur la thématique du jour? Est-ce qu'on est bon? Et donc du coup, alors on est et de revenir le mois suivant et le mois d'après. Mais ouais, Christelle, exactement, c'est ça l'idée. Alors, on est entre nous vraiment aujourd'hui, il y a personne d'autre, donc vraiment, vraiment, je vous en supplie, interagissez. Hein. On est, c'est rebondissez par rapport à tout ce qu'on dit. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir ce matin, mais comme les fois d'avant, échanger par rapport à vos situations spécifiques. Je veux que vous ressortiez de cette heure avec de la matière concrète pour vous. Ok, salut David. Bonjour super. Mathieu. Ça commence. Bon anniversaire Mathieu. T'es gentil. Merci, c'est gentil David. Est-ce que vous avez souhaité son anniversaire à Mathieu? T'es con. Merci David, c'est très gentil. C'est très gentil de ta part. Écoute, ça me touche. Bon, c'est très gentil de démarrer par là. Ça me déstabilise un peu, mais écoute, je vais rebondir. Merci Christelle, merci Loïc. Ah, merci Anna, merci Christelle, merci Benoît. C'était pas. Merci Aline. C'est vraiment, j'ai pas payé David pour qu'il fasse ça. On est bien d'accord. Hein. C'est spontané, mais merci à toi. C'est très gentil. Bon alors,
comme tout bon commercial, moi, je sais rebondir sur mes pattes et reprendre le fil de la discussion. Donc, du coup, là, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'argumentaire de vente. OK, donc, en gros, euh, une fois que vous avez un prospect qui est intéressé par vos services et que vous lui avez proposé d'aller plus loin dans la discussion pour voir comment vous pourriez l'aider à résoudre son problème, etc., et qu'il a signifié qu'il serait intéressé pour en savoir plus sur vous, etc., machin et tout, vient le moment où vous avez un entretien vraiment un rendez-vous dédié à la vente. Donc, dédié à la vente, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est déjà très important. Un entretien de vente, ça ne veut pas dire que vous allez forcément vendre à la fin. Ça veut pas forcément dire que vous allez faire une proposition commerciale à la fin. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez absolument conclure l'entretien par une vente. Ça veut surtout dire que vous avez un échange dans lequel votre objectif est, de savoir si effectivement vous pouvez aider cette personne ou pas, donc du coup de récolter assez d'informations, d'assez bien connaître votre prospect pour vraiment savoir si vous êtes la bonne personne ou pas pour résoudre son problème ou satisfaire ses besoins en vie. Et deuxièmement, c'est que si la réponse à la première question est oui, alors vous lui ferez, vous aurez l'opportunité de lui faire une proposition concrète ou alors de programmer un rendez-vous pour faire une proposition concrète. Et je distingue bien les deux, c'est que la partie vraiment dans l'entretien de vente, en fait, il y a plusieurs étapes qu'il s'agit de respecter pour bien organiser l'échange et ne surtout pas aller trop vite en besogne. Cet entretien, est-ce que déjà là-dessus, c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous êtes OK avec cette idée, au clair avec cette idée? Alors, sachant que ça, c'est quelque chose qui concerne principalement les les prestations de services, qui concerne surtout les offres un petit peu complexes. Évidemment, on ne va pas forcément rentrer dans un niveau de détail aussi pointu quand il s'agit de vendre des petits produits ou de faire de la vente en magasin, évidemment. Mais pour ceux qui vendent de la prestation, et je crois que c'est la grande majorité d'entre vous, évidemment. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Oui, 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 Diana. Oui, dit Benoît. Yes, yes, yes. Pouce en l'air pour David. Ok, c'est cool. Donc, on va reprendre les différentes phases de l'entretien. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager l'écran. Est-ce que vous le voyez? Bonjour Anne-Catherine. Bonjour et en live, joyeux anniversaire. Ah, c'est gentil. Je n'ai pas capté, mais il y a un petit message sur les réseaux, alors je dis pour les participants. C'est gentil, merci Anne-Catherine, vous êtes très gentil. Ok, merci, merci David. Bonjour Mélanie aussi. Hop, bonjour Isabelle, je crois que je ne vous ai pas dit bonjour encore. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les différentes étapes de l'entretien. Alors déjà, hop, sur l'entretien, traditionnellement, il y a 7 étapes. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va aller. Hop. On va les rebalayer ensemble. Merci Mélanie, c'est sorti. Alors, dites-moi dans les commentaires. Déjà, on commence par quoi sur un entretien? Oh. Oh, dit Aline. Dites-moi dans les commentaires, on commence par quoi? Un entretien, il commence par quoi? Par quelle étape d'après vous? Présentation, dire bonjour, dit David. Ok. On brise la glace, dit Isodoro. Super. Donc effectivement, c'est ça. Ça paraît anodin, mais mine de rien, il y a une bonne partie de la vente qui se joue ici, c'est-à-dire que votre interlocuteur, il faut dès le départ qu'il se sente en confiance avec vous et qu'il sente que vous êtes dans comment dire, vous êtes dans
dans la discussion et vous êtes là pour passer du temps avec lui. Donc déjà, si dès le départ, vous faites parler votre client, et alors Mélanie dit se présenter rapidement et faire parler le client. Là, on va partir du principe que votre prospect, en fait, il vous connaît déjà un petit peu, donc il n'y a pas besoin de refaire les présentations, etc. Vous les ferez plus tard. Là, vraiment, l'enjeu sur un entretien de vente, c'est d'abord tout de suite de le faire parler, donc de lui poser une question personnelle sur comment il va ou un truc un peu plus spécifique, mais vraiment pour détendre, pour être dans une discussion sympa qui engage la confiance. Deuxième étape. Celle-là, je pense que ça va être la plus subtile. Étude des besoins du client, brief, écoute, OK. Présenter l'entretien, Diana. Quel besoin? OK. Alors, Anna, c'est exactement ce que Anna a dit. Ordre du jour, pareil David, ouais, très bien. Poser le cadre, très bien. Le déroulement, très bien, c'est top. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors là, moi, je mets cadrage. En fait, c'est important que vous ayez en tête que gardez en tête, hein, celui qui mène la discussion, c'est celui qui pose les questions. Et votre prospect, il est là pour parler de lui. Il n'est pas là pour parler de vos services. Et il veut parler de lui, il veut qu'on s'intéresse à lui, il veut que le sujet le concerne déjà. Donc, en gros, c'est important que vous lui montriez dès le départ, en gros, de quoi on va parler et à quoi ça va mener. Et ça permet, en fait, dès le cadrage, de pouvoir déjà introduire le fait que vous allez potentiellement faire une proposition à la fin. Et ce moment-là, il est subtil, mais il est important, parce que du coup, ça introduit dès le départ le fait que vous allez sûrement faire une proposition, qu'à un moment, vous allez sûrement parler de prix, mais que ça se fera dans un contexte où on va d'abord parler de lui. Alors, Anne-Catherine, si on parle d'un entretien de vente, c'est qu'on a déjà eu d'autres échanges avant. Oui, tout à fait. Tout à fait, Anne-Catherine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin forcément de beaucoup se représenter et tout, machin. Mais c'est important, en fait, sur l'entretien de vente, vraiment là, qui est celui qui est dédié à cerner les besoins, identifier les problèmes pour pouvoir savoir comment argumenter, qu'en deuxième étape, on cadre bien l'échange. Donc du coup, comme dit Isidoro, donc, le déroulement, pour ça, je vous invite à avoir une sorte de phrase toute faite. Moi, en général, ce que je dis, c'est bon, alors voilà, ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est on va d'abord parler de vous. Moi, j'ai besoin de savoir beaucoup de choses sur votre business, la façon dont vous organisez votre stratégie commerciale, quelles sont vos ambitions aussi, pour que derrière, ça puisse me permettre de savoir si, je suis vraiment bien taillé pour répondre à vos besoins, et deux, si c'est le cas, alors j'aurai une proposition à vous faire. Est-ce que ça vous va si on fait comme ça? Et là, vous avez la première validation et la personne sent que, OK, c'est vous qui maîtrisez le cadre et que, en plus, c'est un cadre dans lequel vous allez le faire parler. Donc, c'est bien posé et j'ai introduit le fait qu'à la fin, j'allais faire une proposition. Donc, moi-même, je me mets à l'aise avec ça. OK pour vous? Ouais. Là, OK. Donc, du coup, maintenant qu'on a cadré, on enchaîne sur quoi? Ça a déjà été dit. Donc, c'est la partie la plus facile. Vraiment la partie la plus facile. Écoute, OK. Besoin. Yes. Donc là, c'est le fameux, vous savez, quand on vous a beaucoup challengé là-dessus dans un entretien, combien de temps lui. Voilà, c'est la troisième étape, c'est la partie lui. Tout à fait, Loïc. Donc c'est la découverte des besoins. Alors, la découverte des besoins, qui est un terme un peu, je trouve, galvaudé, mais on va en parler. C'est la fameuse partie où, qui vous amène en fait sur un entretien total à avoir que 20% du temps total de parole. Parce qu'en fait, cette troisième partie, c'est la partie la plus conséquente de l'entretien.
Et c'est la partie pendant laquelle vous le laissez parler et surtout vous lui posez des questions pour qu'il parle des sujets vraiment qui vous intéressent et c'est ici que vous allez récolter toutes les informations et tous les arguments dont vous avez besoin pour le convaincre à la fin. Donc le fameux 80-20, tout à fait Mélanie. Alors, on va faire un petit zoom ici sur la découverte des besoins, parce que la découverte des besoins, c'est vraiment un mot qui est dont je ne suis pas trop fan, mais bon, intellectuellement on le comprend. On va organiser ces questions de manière stratégique, parce que on n'a pas besoin, ce qui est important en gros, c'est de ne pas se laisser de bien cadrer la discussion pour vraiment avoir les bonnes informations et pour vraiment pouvoir creuser les bons sujets. Donc, du coup, si... alors, je vais vous poser la question différemment. Dites-moi dans les commentaires de quelles informations on a besoin pour savoir si, 1, on peut aider notre client, et 2, pour savoir quelle proposition on va lui faire à la fin. De quelles informations on a besoin? On va lister. Sur lui. On a besoin de savoir quoi sur lui? Faites pêle-mêle. OK, on est son activité, ses soucis, contexte, besoin, difficulté, ses difficultés. OK. Donc on va mettre problème pour difficulté. Contexte. OK, ses ressources. Hop, ça peut être ensemble. Problème, souci, OK. Son activité, son point de douleur. Hop, budget. Temporalité, sa raison d'être. OK. OK. Ses freins. Ça roule. A-t-il déjà un objectif? OK, ça j'aime bien. Super. Objectif. Donc effectivement, je veux tout savoir. Objectif, rêve. OK, ça roule. L'importance pour lui de ce projet. Yes, super, super, super. Alors là, du coup, importance. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas résolu son problème jusque maintenant? OK, donc blocage précédent, on va dire. OK, ça roule. S'il a essayé de résoudre son problème par ailleurs, OK, super Isodoro, l'étude de marché, historique de ce qu'il a fait jusqu'à présent, carrément Florence. Hop là, super. Oh, il y a des bons, il y a vraiment il y a des très très bons trucs, j'aime beaucoup. Hop, raison d'être, historique, on peut dire ici. OK, j'essaye de catégoriser sa vision de la solution idéale. Hop, on va dire vision ici, trop bien. Situation de famille, par exemple, pour Anna, donc on va mettre ça dans le contexte, OK. Alors, alors, Anne-Catherine, hop, question. Alors, Anne-Catherine a une question. Ce que je ne comprends pas bien, c'est que si on a déjà eu plusieurs échanges avec la personne, on n'en est plus à la découverte des besoins. En revanche, il s'agit plutôt de transformer les besoins en problèmes pour lesquels le client va avoir envie de chercher une solution. Ah, ok, d'accord, Anne-Catherine. Donc, alors. Pour préciser, si je peux ouais, vas-y, carrément. Le dire en direct, parce que c'est ouais. En fait, ce que je comprends pas bien, c'est qu'on dit on est dans un entretien de vente. Donc, on est dans un moment où on va essayer d'aller à une transformation et de conclure quelque chose. Et donc, pour moi, tout ce qui a été découvert a déjà été fait. Parce que, ok, d'accord. À mon sens, hein, non, mais alors, du coup, en fait, ça rejoint un truc qui est de se dire que potentiellement, en fait, on verra à la fin quand on aura les 7 étapes. Si tu veux, un entretien, il peut se faire en plusieurs rendez-vous. D'accord, ok. Et c'est pareil. Que 1 à 3, c'était un autre rendez-vous et que ça peut être, voilà, de 1 à 4. En fait, de 1 à 4, ça peut être un rendez-vous.
5-6, ça peut être un autre rendez-vous, et 7, ça peut être encore un autre rendez-vous. Et en fait, ça dépend après de la complexité du sujet que tu abordes. Ça dépend aussi du niveau de conscience de ton client sur son problème, et est-ce que tu vas avoir besoin de plus en plus de rendez-vous pour creuser. Ça peut aussi être lié à la complexité de l'organisation interne, qui fait qu'il y a peut-être plusieurs interlocuteurs à gérer, etc. Mais en tout cas, voilà. Ton process de vente, et en fait, il peut se conclure en plusieurs entretiens. Ouais, voilà, en plusieurs rendez-vous. Moi, je le schématise sur un pour que ça soit le plus simple. Mais en l'occurrence, ouais, pour répondre à ta question, c'est… Merci. Hop, d'accord. Alors, excusez-moi, je rigole parce que là, du coup, on arrive sur donc Sylvain, le son casse, et puis Florence qui dit avec vraiment avec une grande précision qu'en complément de son casse, le fameux QQO QCP, c'est le B.A.B.A. pour tout aborder. Parce qu'en vente, on adore les acronymes. Vraiment, on adore les acronymes. Donc, ok, alors, on va pouvoir parler du Soncast pour les personnes qui ne le connaissent pas, parce que je pense que c'est un très bon outil. Mais déjà, on va reprendre. Merci beaucoup pour alors ces attentes, disait Christelle. Tac, tac, Florence, le plus important, reformuler ses besoins pour s'assurer qu'on ne fait pas un hors-sujet. Alors, Florence, justement, c'est l'étape 4. Un peu trop en avance, Florence. Un peu trop en avance, ma chère. Mais très bien, ça veut dire que ça suit. J'aime bien ça, j'aime bien cette énergie. Donc, on va reprendre un peu de hauteur. Il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans ce que vous avez partagé, parce que très souvent, quand on arrive en fait quand on arrive en entretien, quand on a quelqu'un qui est potentiellement intéressé par nos services, on peut très vite et trop vite rentrer dans les besoins. Et ok, de quoi il a besoin? Et de quoi il a besoin factuellement? Ok, vous avez besoin vous m'avez dit que vous étiez intéressé par mes services, vous recherchez plutôt quoi comme service? Ok, concrètement, ça veut dire quoi? Et puis on rentre dans le factuel, en fait. On rentre dans ce qui va nous intéresser, nous, dans le cadre de la réalisation de notre service. Et en fait, on se met pas dans une posture d'expert. Donc pour ça, je vais vous montrer je vais vous parler d'un petit schéma qui est assez important. C'est que hop, par rapport au client. On peut avoir 3 postures différentes en matière de relations commerciales dans le processus de vente. On peut être dans une relation dite basse, qui serait plutôt une relation de salarié externalisé. Alors, je ne dis pas que l'une est moins bonne que les autres et tout, mais elles ont des avantages comme des inconvénients. Relation de salarié externalisé, ça veut dire, ok, dites-moi de quoi vous avez besoin et puis je vous le réalise dans les meilleurs délais. Un peu comme si c'était un chef, en gros, qui nous disait, voilà, ta tâche, ta mission, c'est ça, fais-la. On te paye pour ça, donc fais-la. Et ça, c'est souvent la situation dans laquelle on est quand on se dit freelance. Et notamment pour ceux qui travaillent avec des agences ou avec des intermédiaires, c'est bon, il y a une mission qui arrive, on la réalise et puis on facture pour cette mission selon un cadre de facturation qui a été préétabli auparavant. Bref, une relation de salarié externalisé où là, effectivement, le processus de vente, il est très court, mais par contre, on a très peu de moyens de levier et on est surtout très vite mis en concurrence avec tous les autres. On est facilement interchangeable. La deuxième posture, c'est d'être en posture dépannage. En posture de dépannage d'urgence. Donc là, quelque part, c'est un peu l'idéal. C'est un peu comme le serrurier qu'on appelle à 1h du mat parce qu'on a perdu les clés et qu'il neige dehors. Et que franchement, on n'a pas envie de rester dehors tout seul. Et on est prêt à le payer cher. Par contre, le truc, c'est que le serrurier, on l'appelle une fois et on l'oublie après. Il est pareil aussi interchangeable.
Ouais, le bateau qui coule. Bah, oh là là, Benoît. Oh, il y a on boucle avec ce qui a été dit hier et tout. Très fort, Benoît. Mais ouais, mais en fait, c'est ça. C'est que on a besoin de quelqu'un en urgence et hop, on arrive. On peut être rapide. On solutionne le truc très rapidement. Tac, tac, tac. Mais par contre, on est concentré sur sur le besoin en mode pompier. Et, euh, et du coup, bah, on arrive à mettre en avant le fait qu'on peut résoudre le truc en pleine urgence et tout, etc. rapidement. Donc, on est prêt à nous payer plus cher pour ça parce qu'en plus, bah, notre compétence, elle est assez rare et tout. Et donc, du coup, notre disponibilité est aussi assez rare, etc. Et donc, ce qui fait qu'on peut payer beaucoup, on peut faire payer beaucoup plus cher. Mais le problème, c'est que derrière, il n'y a pas forcément de récurrence. Et le dernier, c'est au lieu d'être. Donc là, vous voyez, dépannage, on est plus au-dessus du client. Vraiment, on se met au-dessus de lui et on sait et on lui dit qu'on est vraiment plus fort que lui sur ce sujet-là et qu'on va et qu'on va l'aider et que pour l'aider, bah, faut qu'il en paye le prix. Grosso modo, hein, très grosso modo. Et le dernier, c'est ce que j'appelle la posture d'expert. Alors ouais, donc David, ça peut être intéressant parce que ça peut aussi être les trois axes et ce qui fait que avec un client, ben, tu peux vraiment avoir une relation dans le temps en disant bon bah voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et en fonction de la temporalité, du moment, du sujet et tout, etc. Ben, moi j'adopte la bonne posture. Donc ça peut aussi être un truc. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas forcément une situation qui est moins bonne que l'autre, mais il faut juste en avoir conscience pour pouvoir adopter la bonne. La posture d'expert, c'est celle où on va se mettre vraiment au niveau de son client. On va se mettre au niveau de son client et en fait, on va l'aider à se poser les bonnes questions comme un expert comme nous se les poserait dans sa situation à lui. Et on l'aide en fait à grandir. Notre entretien va l'aider à grandir parce que en lui posant les bonnes questions et en l'amenant sur des terrains de réflexion qu'il n'aurait pas pu avoir par lui-même, eh ben, on lui apporte un niveau de connaissance et de conscience qui va être supérieur. Et ça, c'est vraiment une relation expert/partenaire. C'est on co-construit le projet avec lui. Donc, hop, on va dire expert et partenaire. Et ça, très souvent, c'est la posture qui est la moins adoptée par les indépendants. C'est vraiment la posture la moins adoptée parce que c'est la posture la plus inconfortable. La plus inconfortable parce qu'on doit aller challenger notre interlocuteur, on doit l'amener sur des terrains qu'il n'a peut-être pas envie d'aller. Lui, il est peut-être en train de se dire bon, bah voilà, moi j'ai besoin d'un salarié externalisé ou d'un dépannage en urgence. Et en fait, toi, tu l'amènes plutôt sur le terrain de la discussion, de l'échange et de la réflexion. Et peut-être qu'il n'a pas envie, mais tu le fais parce que tu sais qu'il en a vraiment besoin, que c'est déjà le premier truc dont il a besoin, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que ce sujet, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle ou est-ce que c'est trop abstrait? Est-ce que c'est trop éloigné de vous? Dites-moi dans les commentaires ou prenez la parole pour en parler. Mais la posture de l'expert, c'est souvent celle qui permet d'avoir des missions moyen long terme avec les clients. Mais oui, Anne-Catherine, exactement. Et j'irai même plus loin. C'est que la posture d'expert partenaire, c'est celle qui vous permet derrière d'être multicarte. Parce que, en fait, vous allez. Alors, on vous parle souvent d'avoir une offre spécifique, etc. Mais en vrai, on sait tous très bien que, voilà, moult et passe. On sait tous très bien que vous êtes en capacité de pouvoir prendre différents types de missions, de pouvoir résoudre différents types de problèmes, etc. D'un point de vue marketing, c'est complexe à exprimer. Mais d'un point de vue vente, c'est assez facile de l'exprimer quand on a la bonne posture de départ. Et
Et oui, et comme dit David, en plus, cette posture permet derrière plus facilement de faire les deux. En fait, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on est expert de pouvoir derrière vendre des missions de dépannage ou de salariés externalisés dans la relation long terme avec le client. Mais pourquoi? Pour la bonne et simple raison que quand, dès le départ, quand on rentre dans la discussion avec le client, il nous a identifié comme étant l'expert d'une thématique, bah, c'est vers nous qui va revenir dès qu'il aura un sujet ou une question ou un problème qui concernera de près ou de loin cette problématique. Après, libre à nous de décider si oui ou non on va sur tel et tel type de mission. Mais en tout cas, Anne-Catherine, oui, c'est sûr, c'est celle qui permet d'avoir des missions moyen long terme avec les clients. Ah, bah du coup, alors je rebondis par rapport au chat. Hein. Donc, Florence demande quelles sont les activités de chacun. Est-ce que tout le monde peut dans le chat là pitcher rapidement, pitcher en une phrase son activité? Et Florence, faire pareil. Charlène dans le recrutement, yes. Chef de projet événementiel pour Florence, c'est événement soi, je m'en serais douté, Gestion de patrimoine pour Isodoro, consultant RSE et coach monteur d'entrepreneurs à impact. Mais oui, c'est bon, ça c'est ça qu'on veut, Mélanie. Graphiste pour le secteur BTP, mais ouais, Christelle. Alors Sophie, Sophie, faut que vous resélectionnez, envoyez à tout le monde parce que du coup vous m'avez envoyé le message à moi en privé, Sophie. Donc Sophie est assistante administrative, Benoît inspection technique par drone, Isabelle est photographe, Loïc expérience utilisateur dans le digital, Sylvain en création d'entreprise de services à domicile pour les personnes à mobilité réduite, David qui est conseil en évaluation de risque et en amélioration continue pour les industriels, Christelle qui fait de la communication web et conceptrice graphique, web designer, web marketer, photographe. Donc là, Christelle, on est typiquement dans le cas où, comme beaucoup d'entre vous, vous pouvez en fait adopter plein de casquettes différentes pour répondre à plein de sujets et plein de projets différents. Et ça, d'un point de vue marketing, pour être identifié sur le marché, c'est extrêmement complexe parce qu'au final, on n'arrive pas à vous mettre dans une case et à vous identifier. Et alors que factuellement, on en est conscient et vous en êtes consciente et tout le monde en est conscient, vous pouvez sûrement travailler sur plein de missions et plein de projets différents. Et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça que vous vous êtes lancé à votre compte, c'est pour avoir aussi une forme de diversité, de missions un peu différentes et tout, etc. Et c'est très bien. Anna, directrice commerciale et démarre une activité de closer. Et ça, c'est bon, ça. Et Loïc est aussi testeur de glace italienne à ses heures perdues. Hein. C'est vraiment un métier de niche. Je suis le couteau suisse de la communication. Alors, Christelle, alors voilà. Donc, on va rebondir par rapport à toutes ces activités parce que c'est intéressant que vous exprimiez vos activités de cette façon-là. Il y a plusieurs activités sur lesquelles, du coup, on va plus facilement être dans une certaine posture. Et en fait, ça va nous empêcher de faire un vrai bon travail de vente. Je m'explique. Ravi de trouver autant d'experts, dit Florence. Ouais, vous avez une bonne question, Florence, une bien bonne question. Sophie, par exemple, qui est assistante administrative, ou Christelle, qui est le couteau suisse de la communication. Très rapidement, quand on a quelqu'un qui se dit bah, tiens, j'ai un besoin en matière de communication, on arrive en rendez-vous, on va parler du projet et bah, très rapidement, on a envie d'expliquer à son prospect tout ce qu'on est capable de faire en se disant qu'en lui disant tout ce qu'on est capable de faire, et bien lui, il va piocher là-dedans les trucs, enfin ça va faire tilt avec lui. Ah bah tiens, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ah bah ça tombe bien parce que j'ai vraiment besoin de ça en ce moment par rapport à tel projet, etc. Et en fait, c'est surestimer la connaissance de nos prospects par rapport aux réels besoins dont ils ont concernant notre expertise. Et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus un moment. Dites-moi dans les commentaires à quel point êtes-vous, sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à l'expertise de vos clients concernant votre sujet d'expertise à vous? À quel point
sur une note de 1 à 10, êtes-vous sûr que vos clients savent exactement ce dont ils ont besoin? Ok, donc David 7 et Charlène 7, donc dans le recrutement, ouais, ça m'étonne pas. Isabelle 7 pour le photographe, ok. Mélanie 4, Sylvain 3, Isodoro 6. Ok, c'est intéressant. Donc en tout cas, il n'y a personne qui dit 10. Donc ça veut dire que de toute façon, vous êtes toujours plus expert que votre client. Dans tous les cas. Benoît, Benoît, c'est largement même. Largement. Alors c'est intéressant parce que. Ah bah ouais, Loïc, toi c'est intéressant, toi. Est-ce que. Même s'il est à 10, je suis à 11, dit David. Donc, je me sens pas experte non plus. Syndrome de l'imposteur. Alors, ok. Oh là là, j'adore ça. On va y répondre au syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand je vous ai posé cette question, c'est pas pour que vous vous disiez, ok, bah, je suis vraiment plus intelligent que mon. Attendez, je vais arrêter là ici. L'idée ici, c'est pas de se dire, je suis 1 milliard de fois plus intelligent que mon interlocuteur. Ou c'est moi que je sais et c'est lui qui le sait pas, quoi. Non, c'est pas ça le but. Le but ici, c'est surtout de partir, vaut mieux partir du principe quand vous commencez à parler d'une problématique, d'un projet ou d'une potentielle prestation, du principe que votre interlocuteur n'a peut-être pas mené le bon cheminement de réflexion par rapport à son réel besoin et que vous avez intérêt à venir re-questionner ce qui l'a amené à réfléchir à pour bien valider avec lui qu'effectivement, c'est ce dont il a besoin. Donc, quand on est sur des sujets comme celui d'Isabelle, de Florence, de Charlène ou de David, bah donc du coup, ça veut dire qu'on va le questionner, dans ce cheminement sur des questions plus pointues en termes d'expertise, en termes de niveau d'expertise et de niveau de connaissance, que celle que Benoît, par exemple, poserait à ses prospects, où lui, il estime que c'est plutôt 3 sur 10. C'est-à-dire que les prospects de Benoît ont vraiment une connaissance minime de leurs besoins et des solutions qui sont présentées à eux pour résoudre ce problème. Donc du coup, Benoît a intérêt à venir vraiment questionner assez loin le pourquoi du projet et tout machin. Tandis que David, Isabelle, Florence, Charlène vont avoir plus intérêt à venir très vite creuser le sujet du projet, leur cheminement de réflexion par rapport aux différentes solutions dont exactement ils ont besoin, leur niveau de connaissance des solutions, etc. Et en fait, c'est ça, David, c'est que plus on creuse, plus on est crédible. Mais le point de démarrage où tu vas creuser va être plus élevé en matière d'expertise que pour Benoît, par exemple. Et donc, du coup, en fait, alors on va revenir juste après sur tac. Hop, parce qu'il y a aussi d'autres questions. Et alors, Mélanie, pour répondre au syndrome de l'imposteur, bah, tu vois, une bonne façon en fait de combler le syndrome de l'imposteur, eh bien, en fait, c'est de poser des questions. De poser des questions et d'aller challenger en fait ton interlocuteur sur ce qu'il croit être vrai. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que plus tu poses de questions et plus tu creuses, plus tu vas te rapprocher du moment où la personne va se dire « Ah bah tiens, c'est vrai, je me suis jamais posé cette question-là ». Et à partir du moment où où tu as amené quelqu'un à se dire « Ah bah tiens, c'est marrant, j'avais jamais vu le truc sous cet angle-là », il va immédiatement t'identifier comme quelqu'un qui maîtrise mieux le sujet que lui. Et donc, tu n'as pas besoin de prouver par des mots, par des faits, par des trucs que tu maîtrises. Le questionnement induit ça. Un bon questionnement peut induire cette posture d'expert.
Et tu n'as pas besoin de te sentir expert. Moi, tu vois, par exemple, tu me demandes, Florence, je suis expert en quoi? En fait, moi, mon sujet d'expertise, mais dans le sens où le sujet que je creuse et que j'aime creuser, sur lequel je ne me sens pas expert, mais par contre, je sais que je l'ai beaucoup plus traité que la plupart d'entre vous, c'est la stratégie commerciale étendue à la prospection et la vente. Et notamment dans le B2B, la stratégie commerciale B2B, principalement. Mais, et tu vois, et en fait, sur cette thématique, il y a la prospection, la vente, le marketing, la construction d'une offre, etc. Enfin, en gros, ça prend tous ces sujets. Mais moi, c'est vraiment la stratégie commerciale qui est le sujet que j'adore. Et en fait, Mélanie, tu vois, moi, ça fait maintenant 11 ans, je crois, que je fais du développement commercial et que j'ai beaucoup travaillé en fait dans des petites entreprises dans lesquelles du coup j'avais un vrai impact en matière de réflexion stratégique. Et je me sens pas aussi expert que d'autres. Mais ces autres dont je parle, je suis sûr qu'il n'y a que 2% d'entre vous qui les connaissent, ces 2%. Ceux qui sont, à mes yeux, plus experts que moi ne sont pas connus des clients que je sers. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Hop. Expert en chat. Mais ouais, mais attends, mais je suis un commercial, Florence. Attends, évidemment, j'ai la chat facile. Et c'est pas évident quand on est en reconversion, mais carrément, Mélanie, hein, c'est normal. Et puis, il y a plein de choses qui semblent être du bon sens, mais on n'a pas tous le même bon sens. Mais après, je dis pas que c'est genre, je vous dis pas des trucs dans l'esprit. Bon, bah c'est bon, ça va faire un déclic et puis chez vous et puis basta. Mais en tout cas, je vous invite à aller sur ce terrain-là de réflexion. Hop, et tac, tac, tac. Et donc, du coup, on en revient à un autre sujet d'Anne-Catherine qui dit il y a peut-être aussi que le client ne sait pas toujours qu'il a un problème et qu'il ne peut pas évaluer l'amplitude de notre expertise, par exemple un industriel qui n'identifierait pas un certain type de risque. Alors, là, du coup, on n'est plus sur un sujet de prospection, on n'est pas sur un sujet de vente, on est sur un sujet de prospection. C'est-à-dire que de toute façon, tu serais pas, la personne, elle ne se sentirait pas intéressée par tes services parce qu'il n'a même pas identifié que potentiellement il avait le problème. Donc, de toute façon, tu ne vas pas lui proposer tes services à lui, ça serait du temps perdu pour tout le monde. Par contre, dans ton marketing, dans ta prospection, dans ta communication et tout, tu peux l'amener à se questionner sur est-ce qu'il ne rencontrerait pas ce genre de risque, est-ce que ça pourrait impliquer pour lui et tout, mais ça, c'est du long terme, pour qu'à un moment, ça fasse tilt et qu'il se dise ah bon, bah ok, j'ai pris conscience que peut-être j'avais un problème, parlons-en. Et là, du coup, tu rentres dans un cheminement de vente. Est-ce que tu vois la nuance, Anne-Catherine? Ouais, c'est clair, merci. Hop, donc du coup, on va revenir sur mon super schéma. Hein, Est-ce que vous pouvez noter de 1 à 10 ma qualité d'écriture, s'il vous plaît, juste pour que je sache justement vraiment où j'en suis. Alors surtout, amis graphistes, mettez-moi une note bien pourrie. 0. C'est quand même très dur. Ok, j'ai eu un -4. C'est dur. Mon ego a pris très très cher. Bon, ok, j'aurais pas dû poser la question. J'ai compris. Donc en fait, ne se prononce pas. Merci Sylvain. Il faut pas nous demander. Ouais, j'aurais pas dû. Mais je me rends compte du coup maintenant que j'ai un problème. Donc, donc alors, en fait, l'idée du coup dans la découverte des besoins, on va organiser ces questions de façon à faire une sorte d'entonnoir pour amener du coup à une transition avec notre solution. Donc du coup, on va commencer par parler alors ça c'est une proposition, hein, mais après c'est vraiment un sujet qui est extrêmement vaste et donc du coup je vous le synthétise pour pour qu'on finisse le schéma. On commence par parler des contextes, de la raison d'être, de l'historique de la personne, qu'est-ce qui l'a amené à voilà, à identifier son besoin, etc. On commence à voir, en fait, on creuse d'abord quel est le contexte du rendez-vous et ce que lui a commencé à percevoir comme étant un problème, un souci, machin et tout, etc. Deuxième point,
On va parler de ses objectifs, de là où il veut aller, de sa vision, de son rêve, de l'importance du projet. Quelle est l'importance du projet dont on parle pour lui. Et donc derrière, ça permet de vraiment aller creuser du coup par rapport à ce projet-là, les problèmes qu'il rencontre, les soucis, les freins, etc. machin. Et ça nous amène à dire ok, bon ben pour pouvoir résoudre ces problèmes, quelle serait la solution idéale pour vous, quelles sont les ressources dont vous avez besoin, le budget, machin, tout ça, etc. Donc, si on les remet dans l'ordre, ça fait contexte, ambition, problème, solution. Ok, donc CAPS. CAPS. Et donc, du coup, si vous avez une structure de questionnement qui suit ça, c'est une structure assez logique pour amener à parler justement de la solution. Ok. Hop. J'accélère parce qu'il est déjà 47, messieurs, dames. Dans les commentaires, une fois qu'on a découvert les besoins. Et allez, un autre acronyme, et voilà. Et on y va. Donc, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps de parler du son casse, hein, je pense pas. Mais bon, ça pourrait être le sujet d'un autre live. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Étape 4. Une fois qu'on a découvert les besoins, ensuite on résume. Anna. Et le spam, on en parle? Non, on n'en parle pas du spam. Ouais, donc exactement. Reformulation et transition. Donc, on reformule, et le FDG, ouais. Donc, reformulation pour bien valider que, ok, on a compris quel était son besoin, mais son besoin relié à un problème qu'il rencontrait parce que il avait telle ambition. Donc, c'est ça, en fait, qu'on reformule. C'est tout ce cheminement-là qu'on reformule. Et ensuite, du coup, transition, c'est-à-dire qu'on lui avait dit en préambule que le but de l'entretien était de savoir si oui ou non on pouvait l'aider. Et donc, du coup, on fait une transition pour lui dire, ok, par rapport à tout ce qu'on a vu, je me rends compte que je peux sûrement vous aider. Est-ce que ça vous dit, du coup, que je vous présente comment je peux vous aider? On a le oui, et donc là, du coup, on peut faire sa présentation. Et hop, donc le 5, c'est offre. Exactement, Anna. Mais Anna, on sent qu'il y a de l'expérience et de l'expertise. Hein. Anna, elle a toutes les étapes. Donc l'offre, sa proposition commerciale, etc. C'est là où en fait, c'est en général là ici, notamment quand on est plutôt dans le conseil et que on a des offres complexes à présenter, etc. Et pas forcément avec un mode opératoire systématique. Moi, j'aime bien le programmer sur un autre rendez-vous. Je prépare une présentation spécifique qui va reprendre les différents points et de vraiment rendre la présentation individualisée. Donc ça, en général, moi, je le fais sur un autre rendez-vous quand je vends mes prestations mes prestations les plus chères. Mais quand ce sont des offres un peu standardisées, on peut le faire dans la foulée du rendez-vous. Après, une fois qu'on a présenté son offre, donc c'est là où on a sur le 20-80, sur notre 20% à nous, l'offre, ça correspond à 10-15%. C'est vraiment là où on va, a priori, le plus parler. Après, une fois qu'on a fait son offre. Et oui, David, bah oui, en fait, le nombre de rendez-vous peut aussi dépendre de l'urgence, hein, évidemment. Enfin, là, l'idée, c'est de se dire que on a, en fonction de la problématique, en fonction du sujet et tout, en gros, ça peut être plus ou moins raccourci. Mais par contre, je vous invite quand même toujours à avoir ce schéma de questions. Hein, même si c'est un truc qui est rapide, ok, rapidement, dites-moi quel est le contexte, pourquoi c'est important. Donc là, du coup, tu as ton ambition. Qu'est-ce qui fait que ça bloque aujourd'hui? Tu as ton problème. Et du coup, la solution idéale pour vous, ça serait quoi? Tu vois, et en 4-5 questions, tu peux quand même faire ton CAPS, quoi. Tu vois ce que je veux dire? 6, relance et suivi, on gère la temporalité. Alors, c'est pas ça que j'aurais dit. Alors, on annonce le prix, pour moi, c'est compris dans l'étape 5, Anna.
On annonce le prix. Mais le prix est annoncé. Fin d'étape 5, le prix est annoncé. Qu'est-ce qui se passe là en général? Là, ce qui nous fait le plus peur, ce qu'on a le moins envie. Objection! Objection, votre honneur. Exactement. L'étape 6, c'est la partie objection, qu'ils nous disent non, c'est trop cher. Voilà, c'est ça. Qu'ils nous disent non, t'écris trop mal. Oh, quand même, s'il vous plaît. Donc, effectivement. Alors, Florence, merci beaucoup. Florence, tu as raison. On ne peut pas s'amuser à faire trop de rendez-vous. Bien préparer son rendez-vous est primordial pour ne pas perdre du temps et en faire perdre à son client. Alors, je suis bien d'accord avec toi, Florence. Et en introduction alors, on n'a pas dit ça, mais effectivement, avant le rendez-vous, avant l'entretien, plus on a de... comment dire plus on a d'informations, plus on peut être pertinent dans la découverte des besoins. Si on est préparé, et bien du coup, ok, on a peut-être juste besoin de venir revalider certains points, mais on sait aussi quelles sont les questions spécifiques qu'on va venir poser. Et évidemment, tu vois, on ne peut pas s'amuser à faire trop de rendez-vous. Ça dépend aussi du processus de décision de tes clients et du type de client que tu as en face. Et il y a un nombre de rendez-vous qui parfois peut être, on va dire, nécessaire, indispensable selon la complexité de ton offre, la complexité du process de décision, etc. Le fait qu'il y ait plus ou moins de... Tac, tac, tac. Ah oui, non, alors par contre, en event, bah oui, justement, c'est ça, Florence, c'est que dans l'événementiel, par exemple, oui, non, évidemment qu'on ne va pas faire trop de rendez-vous et tout. La réunionnite aiguë, non merci. Mais par exemple, pour Loïc, comme on est sur des projets qui sont ambitieux, où il y a plein de trucs à cerner et tout, bah ouais, il y a 4-5 rendez-vous qui sont nécessaires pour lui. Et pour toi, Florence, par contre, je pense que 2 rendez-vous, ça peut être calé. Le temps de bien récolter les besoins et tout, et de faire une proposition, et bim, on arrête, quoi. Mais pour d'autres, voilà, enfin, c'est pour ça, ou comme Anne-Catherine disait, voilà, il peut y avoir peut-être plus de rendez-vous, ça dépend. Ce sont les étapes. Mais en tout cas, là, ici, on a la partie objection, qui existe parce que non pas notre prospect a envie de nous ennuyer ou a envie de nous embêter, mais juste parce que il arrive en fait à un point de tension où il sait qu'il va devoir prendre une décision et que du coup il hésite, il doute. Il est pas, il hésite, il doute, il se questionne, il est plein de... Et que du coup, bah, il faut continuer de l'accompagner là-dedans. S'il y a des objections, c'est qu'il y a un intérêt. Donc, c'est une bonne chose. Mais par contre, objection, ça ne veut pas dire que là, il faut beaucoup parler. Non, non, une objection, on la traite, on la gère avec des questions. On continue de questionner. Qu'est-ce qui fait qu'il se pose cette question-là? Qu'est-ce qui le rassurait? Qu'est-ce qui machin, etc. Bref, on peut en faire. Il y a un live dédié à ça qui pourrait être fait, voire il y a une formation complète qui pourrait être faite sur le sujet des objections. Le but, c'est pas d'en parler ici, mais en tout cas, dites-vous bien qu'une objection, c'est une bonne chose. Hop, hop, hop. La difficulté, c'est de savoir faire, alors Florence, la difficulté, c'est de savoir faire c'est de faire savoir son savoir-faire, je pense que c'était plutôt ça. En termes de compétences intellectuelles, c'est pas toujours facile selon nos expertises. Il faut pitcher rapidement pour ne pas perdre de suite le prospect client. Franchement, c'est une question super intéressante. Alors, je finis. Florence, ce que je te propose, c'est qu'on va finir par ta question. On va juste terminer là juste terminer ici. Les objections, la dernière étape, c'est la négo et ce qu'on appelle vraiment le closing, donc c'est-à-dire la conclusion finale de l'offre avec la signature, etc. Et la négo, bah, c'est là où, comme il y a des objections, il y a peut-être des objections vraiment purement pratico-pratiques, etc. Et donc, du coup, bah, on vient discuter sur les formalités de l'offre, etc. Enfin, il y a des sujets sur lesquels vous pouvez
vous avez des marges de manœuvre, d'autres sur lesquelles vous ne voulez pas en avoir, etc. C'est à vous de déterminer ça. Mais bref, c'est aussi, encore une fois, un sujet à part entière. Et ce n'est pas en 4 minutes qu'on va pouvoir le résoudre. Et la négo n'est pas obligatoire. C'est pour ça que je le mets en phase 7. C'est que la négo n'est pas obligatoire. Tout à fait Mélanie. Je le mets en 7 et je pourrais même le mettre entre parenthèses. On pourrait même le mettre en 6 avec les objections. Éventuellement, ça peut aussi être un levier, mais en tout cas, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Et surtout, une fois que quand vous avez bien fait les choses en amont, il peut même ne pas y avoir d'objection du tout et un oui franc et direct et on y va. Est-ce que déjà sur le processus, ça vous parle? Et je reviens juste sur un dernier truc que donc, du coup Catherine avait dit, c'est que ça peut représenter plusieurs objectifs, plusieurs rendez-vous. Plusieurs rendez-vous, ou comme disait Florence, ça peut être un seul et même rendez-vous. Enfin, on peut le limiter, quoi. Ça dépend vraiment de chacun de vos expertises et activités. Florence, est-ce que tu es OK pour prendre le micro pour qu'on conclue avec toi, ma chère? Pour revenir sur ce que tu as dit, il faut pitcher rapidement pour ne pas perdre de suite le prospect client. Alors, je ne sais pas si tu peux désactiver le son. Si tu as envie de prendre la parole. Hey, yes, on est bien, mais ouais, on t'entend. Pardon, j'avais trop de boutons, trop d'onglets. Ça va, tout va bien. Je suis arrivée un peu à la bouffe. Donc toi, tu disais, voilà, la difficulté, c'est de faire savoir son savoir-faire en termes de compétences. D'expliquer rapidement, en fait, pour que le prospect capte tout de suite ce qu'on comprend, qu'il ne passe pas à côté ou qui. Okay. En fait, quand on fait des speed business, des speed meetings, il faut aller vite parce que il y a plusieurs personnes et il faut très rapidement qu'on comprenne ce que vous faites. Et selon certains profils, c'est pas toujours évident de se mettre en avant. Déjà, les profils graphistes ou autres, souvent c'est des artistes, donc ils aiment bien le côté manuel créa, mais au niveau commercial, négo, c'est pas toujours évident. Et c'est pas inné, voilà. Et donc du coup, carrément, après, je pense qu'effectivement, ça rentre plus dans le cadre de la prospection et pas de la vente. C'est-à-dire que ton pitch, tu le construis de façon à ce que ça capte. Ça capte. Ça accroche. Que ça accroche. Mais une fois que l'accroche est faite, et si effectivement il y a un projet qui correspond, alors du coup, on va te demander, tiens, est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce qu'on peut... Faut pas en faire trop parce qu'après, l'objectif d'une première rencontre, c'est pas forcément de tout balancer, même si on a envie de se faire connaître et tout, et surtout pas parce qu'après ça va les faire fuir avant même qu'ils nous connaissent. Donc, mais donc, voilà, faut rester le côté storytelling en fait, le côté transparence et puis simplicité. Et donc du coup là, on en vient plutôt à des sujets de présentation, de positionnement marketing, d'éléments de discours qui ont pour but de déclencher l'intérêt d'avoir le bon message pour les bonnes personnes au bon moment, qui va leur donner envie en fait d'en savoir plus sur nous parce que ils ont un projet immédiat ou plus tard sur lequel ils cherchent une solution. Et donc du coup là ici on rentrera plutôt dans un processus de vente. Mais avant, on n'est pas sur de la vente. Avant, on est sur du pitch, de la prospection, sur un objectif de déclencher des opportunités. Et donc, du coup, tout ce que tu dis est extrêmement vrai et c'est la réalité réelle, quoi. En fait, moi, j'ai déjà assisté à des speed business et c'est pas facile de parler de soi. Ouais. Moi, je sais très bien parler des autres, mais pas de moi-même. Et avec l'expérience aussi et les années et les reculs et en regardant aussi les autres pitcher, très vite, naturellement, tu sais ce qu'il faut faire ou pas faire, ou du moins ce qu'il faudrait essayer d'améliorer. Toujours se remettre en question aussi, parce qu'on a envie d'en dire trop, des fois. Ouais. Alors, le micro, il est puissant là. Ah pardon. T'inquiète. C'est un nouveau casque, pardon. Hop, bon. En tout cas,
merci beaucoup, Florence pour ce mot ce mot de la fin. Alors, je terminerai avec une dernière question de David qui est reformule-t-on à la fin de la découverte ou au fur et à mesure. Alors, tu peux reformuler, enfin, tu vas avoir des micro-reformulations pendant la discussion. Tu vois, il y a un moment, notamment entre chaque lettre, tu sais, C, A, P, S, bah, tu vas avoir des micro-reformulations ici. Ok, donc du coup, alors si je comprends bien, là, l'enjeu, c'est ça et tout, on est ok? Ouais, d'accord. Alors du coup, par rapport à ça. Et, et donc voilà. Ouais, ça roule. Super. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, 11h01. Je suis 11h01. J'ai l'obligation de vous dire que c'est terminé pour ce live, hein, pour l'avant-dernier live de l'Agora. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a apporté de la matière? Est-ce que ça vous a apporté du concret et tout? Hop, ouais, il y a Florence qui demande, tiens, si tout le monde peut partager dans le chat sa ville. Mais oui, de ouf. Loïc, c'est cool. Hop. Annecy, perso, il neige. Mais ouais, il neige aussi. Il neige aussi à Armentières, hein. Versailles, Angoulême, Paris, dans les Yvelines, Cergy-Pontoise, Aramon dans le 30. Ah, je connaissais pas Aramon. Ok. Hop. Ok, c'est cool. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé vraiment. Rome, je suis en t-shirt. On n'a pas envie de te lire, Loïc. Ce que tu dis ne nous intéresse pas. Va manger tes glaces. Bon, j'espère que ça vous a donné de la matière. Je vous mets juste. Alors, je vous annonce juste pour conclure quelque chose d'important pour celles et ceux qui ne sont pas au courant. Avec Destination Client, en fait, tous les trimestres, on lance un programme un programme d'accompagnement à la vente pour vous aider en fait à structurer et construire le meilleur entretien de vente possible pour vous. C'est un programme en 8 semaines, réservé à 8 personnes maximum. C'est fait avec Geoffrey et moi, et le but en gros c'est qu'on on redécompose tous les éléments de l'entretien pour vraiment faire en sorte que vous ayez pour vous personnellement le meilleur processus d'entretien possible pour vous à la fin, avec votre scénario de questionnement que vous aurez testé, mis en simulation pendant ces 8 semaines dans un petit groupe réduit. C'est un programme qui est vraiment dédié pour les entrepreneurs indépendants pour avoir une certitude de convertir 2 à 3 fois plus de rendez-vous qu'ils ont avec des prospects. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe pour en savoir un peu plus sur le programme. Hop. Je vous le mets en lien pour ceux et celles qui peuvent être intéressés. Tac. Hop, le lien est ici. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre participation. C'était vraiment super cool et merci d'avoir joué le jeu, de répondre dans les commentaires pour pas que je me sente idiot avec mon processus qui était vide, ok, et qui nécessitait votre intervention pour le remplir. Et merci pour toutes vos réponses et tout, pour votre participation. C'était vraiment très très chouette. Cet après-midi, pour celles et ceux qui sont encore chauds, eh bien, rendez-vous à 14h avec Jonathan Pass où on va parler montée en gamme quand on est indépendant. Comment faire une montée en gamme, aller auprès de pouvoir vendre beaucoup plus cher nos prestations à des clients un peu plus pointus, un peu plus costauds. Et ça va, je pense, bien conclure cette semaine de l'Agora. Ça roule pour vous? Bon. Ouais. Bon anniversaire au fait, Mathieu. Ah, c'est gentil, merci François. Je suis venu rien que pour ça, pour te